Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors après avoir mis la Kanaki à feu et à sang, Macron a décidé, comme vous le savez, de dissoudre l'Assemblée nationale et a provoqué ainsi des élections législatives en France, dans les départements et les territoires d'outre-mer et donc en Kanaki. Le 7 juillet 2024, Emmanuel Djibaou, militant indépendantiste, a été élu dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie. Le soir même, les résultats étaient donnés à la chaîne de radio de Nouméa. 71% des Calédoniens sont allés voter hier, une participation exceptionnelle pour des législatives. Ils étaient moins de 40% en 2022 à 17h, preuve de l'intérêt porté par les électeurs pour ce scrutin. Et quand on regarde les moyennes en Nouvelle-Calédonie comparativement aux autres scrutins qui ont eu lieu précédemment, on peut noter des pourcentages de participation qui, dans certaines communes, avoisinent les taux de participation qui avaient eu lieu au cours du 2e référendum. C'est une vraie performance et je pense qu'à notre humble niveau, nous en Nouvelle-Calédonie, on peut s'enorgueillir malgré tout ce qui se passe, malgré le contexte, d'une certaine manière aussi de la victoire de la démocratie. Il faut remonter en 1973 pour retrouver un taux de participation similaire pour des législatives. Cette année-là, 73% des électeurs s'étaient déplacés pour voter. C'est à ce moment-là que Roch Pidjo, premier député kanak autonomiste, fut élu. Ça faisait 38 ans qu'un indépendantiste, un kanak indépendantiste, n'avait pas été élu à l'Assemblée nationale. Le dernier, c'était Roch Pidjo, qui avait été le premier député kanak en 1964 et qui avait siégé au Palais Bourbon jusqu'en 1986. Donc on peut dire que 38 ans plus tard, M. Djibaou est en effet s'inscrit dans cette lignée de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale et fait un retour que l'on peut qualifier de triomphal. Un scrutin exceptionnel par la participation, mais aussi par les résultats obtenus. Ce que l'on peut dire, c'est que les scores des deux candidats indépendantistes n'ont jamais cumulé autant de voix
que depuis des élections législatives existent en Nouvelle-Calédonie, que lorsque l'on additionne les voix de M. Tjibaou et de Mme Nesline, on arrive en effet au chiffre presque incroyable de 83 123 électrices et électeurs. C'est la première fois que l'écart est favorable aux représentants indépendantistes, avec quand même presque 10 300 voix de plus. Donc on assiste à ce qu'on peut appeler une bascule électorale et qui ouvre une nouvelle séquence politique. Emmanuel Tjibaou et Omeïra Nesline ont réussi à obtenir un résultat exceptionnel malgré un découpage des circonscriptions défavorable aux indépendantistes mis en place en 1986 par Charles Pasqua. Le lendemain de son élection, Emmanuel Tjibaou était interrogé par 2 journalistes de la chaîne Calédonia. Et Emmanuel Tjibaou à 57,44% dans la deuxième circonscription, soit 51 724 électeurs. Tout de suite, pour commencer, pour vous, Emmanuel Tjibaou, qu'est-ce que ça signifie d'être le premier député kanak indépendantiste depuis Rock-Pidjo? C'est assez impressionnant. C'est impressionnant dans la mesure où moi j'ai connu le député, j'ai connu aussi ses engagements. En étant gamin, on allait à la Conception là-bas, à la chefferie. Donc de marcher dans ses pas, c'est un honneur de retrouver finalement cette parole, l'opportunité de la porter à sa suite dans le prolongement de ce qui a été le combat de nos anciens pour la dignité, l'équité, la justice au sortir de l'indigénat. Donc c'est ça, ça me fait quelque chose. Je dirais que c'est vraiment un honneur pour moi. Emmanuel Tjibaou, vous allez donc rejoindre le nouveau Front populaire. Comment allez-vous travailler avec ce groupe dans votre objectif d'accession finalement à la pleine souveraineté? Déjà, j'ai pas donné cette indication. Je sais pas d'où est-ce que cette information elle sort. Mais c'est sûr qu'on a une sensibilité plutôt portée à gauche. Donc, du fait qu'on a eu les soutiens qui étaient portés en ce sens lors des échanges sur le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral aux élections provinciales, pour l'instant, je redis encore, c'est toujours en discussion. Donc, c'est ça l'information que je peux partager. Entendu, alors restons au pays. Je vous le rappelle, un taux de participation record pour ces élections législatives avec donc 71,35%. Emmanuel Tjibaou, vous avez bénéficié de 18 798 voix supplémentaires. On le voit à l'écran, il y a un report de voix. Comment allez-vous considérer l'avis des Calédoniens? Je pense notamment à ceux qui ont voté pour vous, qui ne sont pas kanaks. Déjà, c'est de considérer que l'électorat, il se décline pas en termes d'ethnie, parce que c'est pas parce qu'on est kanak qu'on est indépendantiste, et c'est pas parce qu'on est calédonien d'origine européenne qu'on est loyaliste. C'est d'abord sur les idées que chacun d'entre nous a convenu qu'il fallait aborder la problématique, ou au moins la thématique sur lesquelles les législatives elles étaient portées aujourd'hui. J'ai fait campagne pour promouvoir le nous, parce que je pense que même au plus profond de la crise dans laquelle on est engagé aujourd'hui, à la différence de 84, on a contribué, on a façonné, on a nourri les échanges en conjuguant ce nous depuis 88 et qu'on a conforté en 98. C'est le projet de société qu'il faut nécessairement repenser, réformer. Et puis, pas simplement sous ces aspects, comment on dirait-on, institutionnels. Il y a une analyse qu'il faut... Enfin, il y a une solution institutionnelle qui est une partie de la réponse. Mais aujourd'hui, même au terme de ce qui a été les 2 campagnes qu'a apporté le FLNKS après les 2 référendums de 2018-2022, on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé le 13 mai. Et que ce projet de société qu'on a présenté, qui a, je pense, touché au-delà de l'électorat, strictement kanak ou kanak, c'est bien la preuve que le nous aussi
il est encore, voilà, on croit encore à ce nous. Donc c'est là où je dis que cet électorat-là, quand on parle des Océaniens, quand on parle de l'urbanité dans les communes de l'Agglo pour la deuxième circonscription, c'est là où les émeutes se sont tenues, c'est là où il y a eu ces violences. Je pense que c'est ce qu'il faut re-questionner aussi. C'est faut pas juste répondre à une problématique économique simplement en réinjectant des flux financiers. Il faut poser la base d'une réflexion plus apaisée sur les politiques publiques autour de Nouméa et Agglo. On a vu le résultat. Et peut-être, voilà, il faut prendre sa part dans ce qui s'est passé et répondre, en tout cas, sur la refonte du projet de société. J'ai vu que le président Macron nous a fait une lettre en ce sens, en disant qu'il fallait refonder le contrat social. Bon voilà, dans tact, il faut pas simplement le dire, il faut aussi nommer des émissaires qui soient pertinents, parce que c'est la seule attente que l'on a. On a entendu aussi le cadre des discussions qui s'engageaient, que tout le monde souhaite voir réengager. Le projet de loi constitutionnelle, c'était un échec, c'était un obstacle à la reprise des échanges. Aujourd'hui, on avance dessus. Voilà comment aller chercher les voix. Moi, c'est plutôt sur la construction du nous que j'ai porté mon engagement de campagne, avec Amandine Daras. L'élection d'Emmanuel Djibaou, député indépendantiste de Kanaki, ne suffira peut-être pas à ramener la paix au pays. La nouvelle provocation de la justice coloniale, qui avait décidé de déporter en France pendant la campagne électorale plusieurs militants politiques indépendantistes, avait déjà entraîné des émeutes et risque de créer de nouveaux affrontements tant que les prisonniers ne seront pas de retour au pays. On en vient au retour des violences en Nouvelle-Calédonie après le transfert de plusieurs leaders indépendantistes en métropole, mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir orchestré les émeutes qui ont fait 9 morts, dont 2 gendarmes, et des dégâts chiffrés à plus d'1 milliard d'euros. Leur mouvement, la CCAT, exige leur libération et leur retour immédiat dans l'île. On voit ça en image avec Éric Pelletier pour France Télévisions. Des feux de poubelle dans l'obscurité à Nouméa. Nouveau barrage improvisé par les manifestants. En Nouvelle-Calédonie, la nuit est tombée sans faire redescendre les tensions. Plus tôt, à Doumbéa, non loin de là, face à face tendu, toute la journée, des affrontements ont opposé forces de l'ordre et jeunes indépendantistes. Nous, on n'est pas en guerre contre les Français, non. On est en colère après le gouvernement français. Ici et là. Rue par rue, les policiers tentent de regagner le terrain perdu. Plusieurs bâtiments publics ont été pris pour cible, comme ce commissariat de la police municipale incendié. Ça redevient vraiment comme les débuts, à savoir au jour le jour, à vivre au jour le jour, parce qu'on sait pas de ce qui se passe en fait. On maîtrise plus rien. Du côté des manifestants, une seule revendication. Au cœur de leur colère, le transfert vers l'Hexagone de 7 militants poursuivis par la justice, dont Christian Théin, figure indépendantiste accusé par les autorités d'avoir encouragé les émeutes du mois dernier. Il est désormais incarcéré à Mulhouse, à plus de 17 000 km de la Nouvelle-Calédonie. Depuis samedi, les incidents reprennent un peu partout sur le territoire, y compris loin de Nouméa, où ces manifestants coupent des arbres pour bloquer les routes. Dans ce climat d'extrême tension, les autorités évoquent 2 victimes. Un jeune homme en état de détresse respiratoire, décédé après s'être rendu sur un barrage, et un automobiliste mort dans un accident de voiture en faisant demi-tour à l'approche d'un point de blocage. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour Benoît Trépied. Bonjour. Ces mouvements, cette décision en fait de transférer ces suspects en métropole est de nature, d'après vous, à relancer le mouvement d'émeute qu'on a connu au début du mois de mai en Nouvelle-Calédonie? C'est ce qu'on voit se dérouler effectivement sous nos yeux. Dès leur garde à vue, à vrai dire, tout le monde a immédiatement paniqué à Nouméa. On a vu que dès qu'ils ont été convoqués,
la ville s'est fermée. Et puis, dès qu'on a appris qu'ils étaient non seulement mis en examen, mais surtout exilés en Nouvelle-Calédonie, pardon, en France. À ce moment-là, enfin, en France, en métropole. En métropole, voilà, France, dans l'Hexagone. Voilà. À partir de là, la Calédonie a repris feu de plus belle, et effectivement, comme ça a été dit dans votre reportage, de façon encore plus dramatique, puisque en fait, personne ne contrôle rien, et qu'en plus, le feu s'étend, ce qui n'était pas le cas précédemment. À 17 000 km de chez eux, c'est ça le véritable problème, parce que leur disons, implication dans ces événements, elle ne fait guère de doute, et d'autres mouvements comme l'Union calédonienne le reconnaît bien volontiers. Alors, il y a une procédure judiciaire qui est lancée, qui a sans doute sa justification. Le vrai enjeu, et là où vraiment ça a manifestement mis le feu, relancé le feu en Calédonie, c'est effectivement le fait de les avoir envoyés aux antipodes, et même envoyés aux antipodes, mais en étant séparés. C'est-à-dire que là, on a affaire à ce sont des responsables politiques, avant toute chose, qui se trouvent isolés au milieu de prisonniers de droit commun, dans des centrales de France. C'est un choix du juge des libertés, qui est une procédure dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais on sait que politiquement, c'est vraiment... C'est une fois de plus la politique du pire qui s'applique en Calédonie, puisque ce qu'il faut, c'est une recherche avant tout d'apaisement pour calmer le jeu. C'était un petit peu ce qui était en train de se passer. Et on voit que immédiatement ce choix de la répression, du durcissement, qui passe par cette déportation, qui rappelle quand même de mauvais souvenirs en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est ce qui s'est passé en 88 avec Ouvéa, la fameuse affaire de la grotte d'Ouvéa. D'ailleurs, comme par hasard, cette nuit-là, la gendarmerie de Marais a été attaquée. Donc en fait, on voit se rejouer les mêmes choses, et ça renvoie à une perspective, disons, à une guerre coloniale qui dit pas son nom, mais qui est perçue comme telle localement. C'est ça le gros problème. Le parquet justifie ce transfert en invoquant la sérénité nécessaire de l'instruction. Sous-entendu, elle ne pouvait pas, cette enquête, être menée sereinement avec des prévenus en Nouvelle-Calédonie. Vous le comprenez ? Non, moi, une fois de plus, je ne suis pas dans les rouages de la justice, donc je ne sais pas quels sont les tenants et aboutissants, mais le mot sérénité, il est presque enfin, ça fait un petit peu, ça surprend quand on voit en réalité ce qui se passe. Donc là, c'est tout le pays qui n'est pas serein, et y compris la magistrature. Donc, à vrai dire, il y a des possibilités d'internement en Calédonie, il y a des possibilités d'isolement s'il le faut. L'envoi de ces gens en métropole est perçu localement comme une mesure vexatoire, et même politiquement, quelle que soit la justification judiciaire de ce choix, politiquement, c'est vraiment, une fois de plus, une action qui met de l'huile sur le feu. La CCAT dénonce des tactiques coloniales, c'est comme ça que c'est perçu ? C'est comme ça que c'est perçu. Comme une volonté délibérée d'imposer finalement une forme d'impérialisme. Si vous voulez, en fait, tout l'enjeu de la Calédonie, c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre de vue, tout le problème est lié à un problème politique. C'est un problème politique de décolonisation. Je rappelle que la Calédonie, elle est inscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU, qu'il y avait un processus de réconciliation, de construction d'un destin commun entre les anciens colonisés et les anciens colonisateurs. C'était quelque chose qui était en train de créer une nouvelle voie de décolonisation. C'est encore ce à quoi s'accrochent les gens. Mais en fait, plus la politique du pire est mise en œuvre, plus les tensions se ravivent, plus la radicalisation des deux côtés émerge avec des drames tous azimuts et dans tous les camps. Donc les gens sont terrorisés, il y a une haine de l'autre qui monte, il y a des formes de racisme inédites qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps qu'on voit émerger. Et face à ça, en réalité, si on n'apaise pas la situation, si on ne fait pas preuve de discernement politique au sommet de l'État, eh bien, on court à la catastrophe pour tout le monde, en fait. Emmanuel Macron, au lendemain de la dissolution, a suspendu le projet de réforme constitutionnelle, réformant donc le corps électoral pour le scrutin provincial prévu fin 2024. Est-ce que ce n'était pas précisément la mesure à prendre et qui aurait dû apaiser une fois pour toutes? Alors, en fait, il a attendu qu'il y ait 9 morts et qu'il y ait le feu à la Nouvelle-Calédonie pour décider de suspendre un processus. Donc tout le monde lui avait dit depuis des mois précédemment que ça allait mettre le feu aux poudres, en fait, qu'il ne fallait pas faire ça. Donc la réaction à contre-temps du président ne résout rien. Elle résout d'autant moins des choses que, d'une part, on savait d'ores et déjà, avant même sa déclaration, que le processus était de toute façon bloqué avec la dissolution, et d'autre part, comme il n'a pas accompagné cette déclaration d'un lancement d'un processus politique de réconciliation, comme l'avait fait Michel Rocard avec les accords de Matignon, etc., comme ça a été juste une déclaration sans suivi politique. La suspension du projet en lui-même n'est pas suffisante. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même aussi rassurer quand même à la fois les investisseurs et puis aussi les milieux loyalistes en Nouvelle-Calédonie qui se sont sentis trahis par cette suspension?
Oui, alors, le problème, en fait, c'est que dès lors que le feu a pris, en fait, il faut passer à la vitesse supérieure pour l'éteindre. Et que, comme l'avait dit Laurent Fabius en 1985, en Calédonie, la France a toujours fait trop peu et trop tard. Là, typiquement, c'est ça. C'est trop peu parce que maintenant, les gens sur les barrages, c'est plus la question du dégel. Maintenant, c'est la question de l'indépendance. Donc, comment on fait maintenant pour baisser la pression? Comment on fait pour rediscuter posément, quelle forme de décolonisation on veut, tous ensemble? Est-ce que c'est une indépendance? Quel type d'indépendance? Est-ce que c'est en rupture, en partenariat avec la France ou pas? Tant qu'on n'est pas sur ça, en fait, les gens maintenant ne lâcheront plus les barricades et ça ne fait que s'envenimer. Et ça va finir, s'il n'y a pas une prise en compte au sommet de l'État qu'il faut apaiser les choses, ça va finir par un scénario terrible à l'algérienne où les gens vont partir ou vont s'entretuer. Alors que la Calédonie était à peu près le seul territoire où la France était en train de réussir une décolonisation. Et ça, depuis la mise en place de la méthode Rocard en 88, prolongée avec l'accord de Nouméa en 98, et que tous les gouvernements de gauche comme de droite ont respecté jusqu'au tournant de 2021, du 3e référendum qui a posé un certain nombre de problèmes. Et depuis l'affirmation que la Calédonie a tranché, elle reste dans la France, on n'en parle plus. Mais on voit bien que ce n'est pas une réponse. En réalité, on ne peut pas passer outre la revendication des uns et des autres. Il faut concilier les gens, les mettre autour d'une table, mais la première chose à faire pour ça, c'est d'éteindre le feu. Donc il faut se demander comment le feu a pris, et d'abord il a pris à cause d'un problème politique, et puis après comment on éteint le feu, c'est pas avec des mesures qui au contraire remettent de l'huile sur le feu, comme on le voit là maintenant. Et tout le monde est perdant, c'est pas seulement les Kanaks qui disent « Ah, nos leaders sont emprisonnés », mais c'est tous les habitants de la Calédonie, les écoles ont refermé, de nouveau l'accès aux soins n'est plus assuré, enfin c'est vraiment une folie pour tout le monde, en fait, cette situation. Et ça découle de ce choix politique de ne pas avoir de vision de long terme en disant comment on décolonise ce pays, comment on reprend les fils du dialogue. Et c'est tout à fait dramatique et tragique. Merci beaucoup, Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir été avec nous sur France 24. Kanaki Dawani, au martyr de Kanaki, la Kanaki vous rend hommage. Merci pour ce grand combat, on continuera cette lutte pour la liberté de Kanaki, pour la mémoire de nos aïeux. C'est pourquoi mon poing levé, levons mon drapeau de Kanaki.
question pour Emmanuel Tjibaou. Vous l'avez rappelé, hein, durant toute votre campagne, vous avez parlé du nous, le chemin à construire ensemble. Mais ce chemin, c'est aussi aller jusqu'au bout du processus de décolonisation. Qu'allez-vous défendre pour cela à l'Assemblée nationale? Pour moi, hein, on parle de la poignée de main, on parle d'accord politique, d'une solution institutionnelle. Ce qu'on peut dire, hein, enfin, il y a d'autres analyses qui sont portées sur le résultat des urnes, mais c'est le postulat de départ. C'est qu'à partir du moment où on est à ce taux de participation exceptionnel qui conforte l'assise des loyalistes autant que des nationalistes, c'est en période de crise, c'est les valeurs refuges. C'est des valeurs qui obligent aussi les partenaires de l'accord à prendre leurs responsabilités pour porter écrire la suite de l'accord de Nouméa. C'est là où les accords de paix, ils ont été inscrits en 88 sur la paix, retirer les militaires, libérer les prisonniers politiques, et puis Oudinot sur le processus de rééquilibrage et la formation, etc. 98, l'accès à la ressource minière, mais c'est pareil, l'idée de cheminer ensemble, elle se fait pas simplement, enfin c'est un principe qui est inscrit dans les termes de l'accord, mais qui nécessite du temps. C'est l'histoire du corps électoral gelé. Et à partir du moment où on s'inscrit dans cette perspective-là, c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui. On dit, on est exact à peu de choses près avec la différence qu'on a capitalisée sur le nous. On est dans une crise institutionnelle, on est dans une crise politique où on a des blocages dans la rue, on a les comptes sociaux qui sont plus qu'au rouge. Il faut stabiliser, il faut que les partenaires reprennent, enfin que le champ politique il reprenne sa place, qu'il offre finalement cette perspective de stabilité. C'est la condition de la paix sociale. Et pour ça, le FLNKS n'a jamais dévié de sa trajectoire. Quand on parle de décolonisation, c'est ça que ça veut dire. Moi, je me suis engagé dans la députation pour rappeler aussi cet engagement à mes compatriotes députés, là-bas. Que si ces accords ils ont été signés, nous ici au pays, on voit que le président ou le premier ministre. Mais c'est aussi la représentation nationale qui a validé ces principes de décolonisation. C'est les deux chambres. Et par voie référendaire. Donc ça veut dire que c'est le peuple en entier. Aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, l'État revient dessus. Nous, on n'a pas dévié. On est toujours dans l'accord de Nouméa. Et puis, on veut inscrire la suite. Donc décolonisation, ça veut dire que l'État, il doit prendre sa part aussi dedans. Voilà, il faut penser qu'on a un pays à construire et qu'aujourd'hui, on a l'impression que personne ne veut prendre la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est de la responsabilité de nous tous. Hein. Les médias aussi font partie de ce qui se passe. Les réseaux sociaux, la société civile souffre, les entreprises souffrent, les hôpitaux souffrent. Ok, il faut prendre ses responsabilités, trouver une piste de sortie et puis. Une piste de sortie, donc un accord dit global est possible, Emmanuel Tjibaou? Tout est possible à celui qui met les moyens. On dit que c'est possible, après il faut trouver un cadre, c'est tout. Voilà. Nous en rejoint entre-temps sur le plateau de Nouméa, Bernard Lassos, journaliste qui a couvert 30 ans de vie politique en Nouvelle-Calédonie, et Mila Toukoumouli de l'Éveil océanien qui défend une troisième voie. Vous êtes tous les deux en direct, donc je le disais, depuis nos plateaux de Nouméa. Messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir. Pour vous, Bernard Lassos, pardon, le point à retenir de ce second tour, finalement, c'est que le groupe du président de la République va devoir composer avec la gauche et l'extrême droite. Le positionnement de l'État à l'égard de la Calédonie va-t-il devoir évoluer? Très certainement. Déjà, il n'y aura plus du tout les mêmes interlocuteurs qui étaient ceux du gouvernement que avait désigné et donc de l'équipe à Emmanuel Macron. Je ne pense pas que le président puisse garder le dossier calédonien pour lui tout seul. Il y aura donc forcément un ministre des Outre-mer, il y aura un Premier ministre qui va peut-être
probablement prendre le dossier en main. Par contre, l'éventail est large. A priori, ce ne sera pas l'extrême droite avec et donc ça pourrait être LFI, mais est-ce que ce sera un gouvernement de coalition qui va pouvoir dégager une majorité? Ça va être très compliqué. Alors tout ça risque de faire beaucoup d'instabilité en tout cas, et perdre pas mal de temps dans les discussions. Est-ce que les Calédoniens vont pouvoir en profiter pour travailler entre eux, comme le disaient les élus, les deux députés élus tout à l'heure, ce qui serait bien, parce que avant que soit désignée une nouvelle équipe pour prendre en main le dossier calédonien, les décisions qu'il y a à prendre, elles sont nombreuses. Il y a le plan économique d'abord, parce que les promesses de Monsieur le maire, qu'est-ce qu'elles vont devenir en termes d'aide? Il va y avoir beaucoup de choses à régler. Et puis, on sait très bien que lorsqu'il y a de l'instabilité politique, ça crée de l'instabilité sociale. Si en plus elle est économique, il y a des risques que ce que l'on a connu s'intensifie ou perdure. Milakoulo Tukumuli, une question pour vous. Avec cette assemblée tripartite, est-ce qu'on doit s'attendre à des positions très extrêmes dans les prochaines négociations pour la Calédonie? Moi, je pense que ça va dépendre de qui sera nommé à Matignon. Parce que pour le dossier calédonien, je crois qu'il y a 3 enjeux en particulier. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est qui la personne. Et puis la deuxième question, c'est de savoir à quel niveau. Donc je rejoins Bernard quand il dit que aujourd'hui le dossier calédonien est géré par l'Élysée directement. Entre-temps, en tout cas historiquement, il a toujours été géré par Matignon. Mais depuis le président Macron, on est descendu, on est arrivé à l'outre-mer et puis on est passé à l'intérieur. Et puis je rappelle quand même, il y a une troisième chose qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même une mission de dialogue qui a été installée ici en Nouvelle-Calédonie. C'est 3 hauts fonctionnaires de l'État qui, entre-temps, sont repartis en France métropolitaine après la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on va attendre que tout ça se tasse. Qui va récupérer Matignon? Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait un politique, que ce soit à Matignon ou à l'outre-mer ou à l'intérieur, qui gère le dossier calédonien. Il faut qu'il y ait une personne dédiée, qui ait quasiment les pleins pouvoirs, annexer à cette personne les 3 hauts fonctionnaires de l'État, qui géreront la partie technique, et puis on aurait un politique qui ferait la balance entre le gouvernement et l'Élysée. C'est ce que je crois les ingrédients au niveau national qui nous permettraient déjà d'avoir une visibilité sur le long terme. Jean-François Merle, dès qu'une assemblée sera constituée, l'enjeu pour le pays sera de reprendre les travaux sur la question de la révision du corps électoral. Or, on l'a bien vu, le sortir d'un accord global a été un échec, mais il y a une contrainte calendaire quand même, la tenue des provinciales au plus tard au 15 décembre avec un corps électoral révisé. Est-ce que c'est tenable ? La seule contrainte juridique qui existe aujourd'hui, c'est celle de tenir les élections provinciales avant le 15 décembre. Parce que ça, c'est la loi organique qui a été votée. La loi organique ne dit pas que le corps électoral doit avoir été révisé. Si aujourd'hui la révision n'a pas pu aboutir, il faudrait, et il est très peu vraisemblable, compte tenu de l'éclatement du paysage politique national, que on puisse revenir sur ce processus de loi constitutionnelle de réunion du Congrès dans les 6 mois qui viennent. Donc il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est les élections provinciales ont lieu avant le 15 décembre avec le corps électoral actuel, provincial. Et après tout, ce serait peut-être aussi une solution pour sortir de la crise, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème de crise de représentation en Nouvelle-Calédonie. Ça a été exprimé beaucoup dans les mouvements qui ont eu lieu depuis plusieurs semaines. C'était évoqué aussi dans le discours du président Mapou au mois de juin, ce problème
eh bien, des élections provinciales avant le 15 décembre, ça peut permettre de créer un nouveau congrès qui aurait parmi ses responsabilités celui d'essayer de dégager un chemin pour l'avenir institutionnel. Et puis l'autre hypothèse, qui est probablement la plus préférable, c'est que sans attendre ce qui se passera à Paris, parce que ça va être très compliqué, et je doute fort, malheureusement, que la Calédonie soit forcément au cœur des priorités de la nouvelle Assemblée, du nouveau gouvernement, eh bien, ça serait que les partenaires calédoniens se mettent d'accord entre eux, commencent à construire les termes d'un accord, et si c'est cela, alors on peut imaginer que les élections, la loi organique soit modifiée pour que les élections provinciales soient différées le temps que cet accord aboutisse. Et voilà les deux hypothèses sur lesquelles on peut, je crois, raisonnablement aujourd'hui se placer.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et je vous rappelle que nous nous interrogeons aujourd'hui sur l'avenir de la Kanaki après le soulèvement des jeunes Kanaks et l'élection d'Emmanuel Tjibaou, un indépendantiste, à l'Assemblée nationale. Bernard Lassos, un élu indépendantiste, c'est une première depuis Roch Pidgeot en 1978. Depuis, d'autres ont essayé, sans succès. Où s'est fait la différence ? Il s'agit, je pense, déjà la première raison, c'est vrai que le taux de participation a priori avantagé les indépendantistes parce que cet électorat-là qui s'est déplacé en nombre, aussi bien d'ailleurs, on l'a vu dans la première que dans la deuxième circonscription. Mais je pense qu'il y a également la personnalité d'Emmanuel Tjibaou. C'est un nom, c'est une personnalité qui a issu de la société civile, donc qui n'a pas par rapport aux politiques un passé et éventuellement avec, on pourrait dire entre guillemets, des casseroles ou une mauvaise image. Et puis, il y a son discours pendant la campagne qui a été axé sur le dialogue, la détente. Donc, il y a peut-être aussi une volonté des Calédoniens de faire, et là, Mila Koulotou-Koumouli à mes côtés l'a prôné, savoir un équilibre dans la représentativité calédonienne. On l'a vu au Sénat. C'est arrivé il y a l'an dernier, et donc du coup on retrouve ce même équilibre maintenant à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un député de chaque bord pour, à la limite, 2 bords qui sont de même niveau. Jean-François Merle, en réaction peut-être à ce que Monsieur Toucoumouli vient de dire, vous avez participé aux accords de Matignon-Oudinot, vous avez à ce moment-là réuni les gens autour de la table. Qu'est-ce qui a fonctionné en 1988 ? Je ne crois pas qu'on puisse projeter sur la situation d'aujourd'hui ce qui s'est passé il y a plus de 35 ans. C'est un contexte complètement différent. Et comme le disait tout à l'heure Emmanuel Tjibaou, pendant ces 35 ans, les Calédoniens ont appris quand même à construire ensemble un certain nombre de choses. Moi, ce que j'observe, c'est que les électeurs, hier, ils ont procédé à un rééquilibrage de la représentation de la Nouvelle-Calédonie, et ils ont procédé à un deuxième rééquilibrage. C'est que la semaine dernière, Monsieur Metzdorf disait que le deuxième tour, ce n'était pas uniquement pour élire des députés, c'était aussi un référendum pour ou contre l'indépendance. Il a eu cette phrase la semaine dernière. Eh ben, le référendum, il y a eu un 4e référendum, en quelque sorte, qui a effacé le 3e si contesté, et qui montre qu'aujourd'hui, la question de l'accès à la pleine souveraineté, elle est toujours posée. Mais elle est posée dans des conditions où il y a un équilibre entre les forces politiques, entre les communautés, et le nous, la recherche du nous que prenait Monsieur Tjibaou, et qui fait écho au livre de Louis-José Barbanson et de Wallace Cotra, c'est un peu la 3e voie dont parle Monsieur Toucoumouli. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Et je crois que ce qu'il y aurait le pari sur l'intelligence dont rêvait Jean-Marie Tjibaou, eh bien, il serait qu'aujourd'hui, les Calédoniens, par eux-mêmes, sans forcément attendre de concours extérieurs, dessinent le chemin à parcourir pour trouver les conditions d'un partenariat avec la France, de quelque chose qui offre à la fois les garanties de la République et aussi l'affirmation du destin propre d'un pays océanien dans le Pacifique. C'est ça le chemin qu'il faut essayer de trouver aujourd'hui. Et ce que peut-être et une fois que si les Calédoniens arrivent à dégager ce chemin, je suis sûr que l'État retrouvera son rôle de partenariat et d'accompagnement pour le faire. Et finalement, l'Assemblée nationale et le gouvernement seront probablement assez heureux que la solution se dégage, alors qu'ils eux-mêmes seront confrontés à tellement d'autres difficultés et tellement d'autres questions à traiter.
Vous venez d'entendre Jean-François Merle. Jean-François Merle a travaillé auprès de Michel Rocard dans les années 1970 et il a suivi la négociation et la mise en œuvre des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie en 1988. Comme Michel Rocard, Jean-François Merle espère que les indépendantistes et les loyalistes réussiront à s'entendre pour reprendre le chemin de la décolonisation. Mais comme tous les hommes politiques français, Jean-François Merle semble ignorer le rôle essentiel de l'État français. C'est la France qui a colonisé la Nouvelle-Calédonie et c'est seulement la France qui pourra la décoloniser et lui permettre d'accéder à l'indépendance. Il faudra que le gouvernement français prenne enfin ses responsabilités pour éviter que les tensions qui ont ressurgi après les émeutes de ces derniers mois ne fassent de nouvelles victimes. Le 9 juillet 2024, on apprenait encore que de nouveaux affrontements entre les forces de l'ordre colonial et de jeunes Kanaks avaient eu lieu dans la région de Nouméa. Les jeunes Kanaks sont conscients des difficultés qu'ils rencontrent dans un pays qui n'a pas encore trouvé la paix. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce sujet ce que disait une jeune Kanak d'Ouvéa sur une chaîne de télévision privée de Nouvelle-Calédonie. Margie Adjoniop, bonjour. Bonjour. Margie, vous êtes une influenceuse, un professeur et une entrepreneuse kanak originaire d'Ouvéa. Vous êtes créatrice de la marque calédonienne Independent GL 2.0. À vos heures perdues, vous êtes aussi animatrice pour un magazine touristique diffusé sur Calédonia, Coup de brousse. On va faire genre qu'on se vous voit, mais en vrai on se connaît un peu. En général, on se voit dans des tournages un peu plus sympas. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu, ce dont tu as été témoin ces dernières semaines depuis le 13 mai 2024 ? Alors, ce que j'ai vécu, c'est une insurrection un petit peu, ce que je dirais, dans les quartiers populaires de Nouméa, surtout du peuple premier, qui est le peuple kanak. Ce que j'ai vu, ce sont des jeunes océaniens, des jeunes mélanésiens, qui se sont embrasés et réveillés face à une décision qui a été prise à 22 000 km, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale en France, par rapport au dégel du corps électoral. Et c'est à partir de cette décision-là, en fait, qu'il y a eu l'embrasement de Nouméa. Et donc, moi, ce que j'ai vu, ce sont vraiment des jeunes aussi qui se sont réveillés et qui se sont exprimés par la colère, par la violence, pour aussi dénoncer les inégalités. Je parle d'inégalités sociales, je parle d'inégalités de chance à l'éducation, je parle aussi, je pense, beaucoup de préjugés, s'il faut dire du racisme, que connaissent ces jeunes-là. Pour un exemple tout simple, chercher du travail. On regarde ton nom de famille d'abord, on regarde ta tête. Et je pense que c'est un mix de tout, de ce que j'ai vu depuis le 13 mai. C'est vraiment un mix de tout qui a fait que ça a explosé. Donc il n'y a pas que la politique, il y a aussi le climat social, aussi un ras-de-bol de la jeunesse kanak et océanienne, des quartiers populaires. Comme ici on entend beaucoup quartier nord, quartier sud, c'est ça que moi j'ai vu depuis le 13 mai. Mais là je te parle personnellement en tant que Français. Moi personnellement, tu vois, j'ai mal au cœur parce que j'ai vraiment l'impression que on ne fait pas semblant aussi envers la jeunesse kanak. On a le sentiment de dire aux jeunes kanak viens à l'école avec moi, viens travailler avec moi, on partage, etc. Il est où le bug dans le logiciel? Moi, je suis professeur. Moi, je suis professeur. Je vais déjà te dire, le bug, c'est à l'école, l'éducation. L'éducation n'est pas adaptée. Je suis désolée, mais l'éducation n'est pas adaptée. On passe plus de temps avec vos enfants que vos enfants passent du temps avec vous à la maison. Et on les met dans des cases, dans des classes, avec des murs. C'est pas adapté. Chaque éducation doit être adaptée à une population.
Et même si toi tu es là et tu dis viens on travaille ensemble, viens on fait l'école ensemble ou quoi que ce soit, moi je suis désolée, on n'apprend pas notre histoire à l'école. Donc ça commence par là. Il faut aller vers les fondements. Il faut aller vers les fondements de l'estime de soi du peuple kanak et du peuple océanien. Comment ils sont arrivés ici. Et il y a même le peuple javanais, le peuple indonésien, même le peuple français qui a été un peuple de bagnards, qui eux ont été exclus de France pour venir justement avec des travaux forcés. Mais est-ce que nos enfants là maintenant ils le savent? Je crois pas. Moi j'ai été à l'école, j'ai jamais appris mon histoire. Mais nous chez les Kanaks on a la transmission à l'oral. Donc heureusement que j'ai mes grands-parents, que j'ai mes parents, que j'ai mes tontons, j'ai mes tantines qui parlent. On parle de ça. Peut-être de leur point de vue aussi, mais moi de mon côté j'ai été chercher aussi des informations. Mais jusqu'à présent le bug il vient de là. Si tu veux aller quelque part, il faut déjà savoir où tu viens, d'où tu viens, qui es-tu, comment tu es arrivé ici, à qui tu appartiens, pourquoi tu es là. Et c'est ça en fait. Donc l'éducation, le système éducatif pour moi n'est pas adapté déjà à la mentalité d'ici et aussi aux us et aux coutumes. On l'a dit en intro, tu es aussi entrepreneuse. Oui. Là, l'économie, elle est massacrée. Complètement. Mais complètement. Toi, en termes de chiffre d'affaires, tu l'as déjà ressenti, j'imagine. Oui. On va mettre, je ne sais pas combien de temps à s'en relever. 1 milliard, 1,5 milliard d'euros de dégâts déclarés aux assurances, un Calédonien sur 4 au chômage, et encore peut-être que le pire est à venir. Fallait vraiment en arriver là. Est-ce qu'il y avait eu d'autres solutions? Est-ce que c'est vraiment la question? Enfin, il faut penser un peu plus loin. Bien sûr, tout le monde, quelqu'un de sensé dirait, bah, bien sûr que non, fallait pas en arriver là. Mais est-ce que les gens là-haut, ils ont pensé à justement éviter, à en arriver là? Et après, ça fait quoi? Ça fait les victimes. Alors que ça aurait pu être évité, mais ça, on l'entend depuis bien longtemps. Bien sûr qu'on ne peut pas en arriver là à avoir 1 milliard d'euros en termes de chiffre d'affaires, d'entreprises perdues, de dégâts et tout, quoi que ce soit. L'économie est en train de chuter. Il y aurait pu avoir, comment dire, ça aurait pu être évité, mais j'en ai marre d'entendre ce genre de discours. Vas-y, je suis... Ça y est, on peut plus refaire machine arrière. C'est arrivé. Le truc, c'est qu'il fallait penser au moment, fallait penser au moment T, là, que telle décision... La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Notre vie est déterminée par le choix qu'on fait. Et derrière chaque choix, il y a des conséquences. Ils ont fait un choix. Il y a eu des conséquences. Point barre. Ils auraient fait un autre choix, on n'aurait peut-être pas eu tout ça. Tout est une question de choix. Voilà pour moi. Pour moi, c'est clair. Maintenant, on fait quoi? On se relève, on se bat pour notre pays. Ceux qui aiment leur pays restent, on se bat. Ça se trouve, moi, je vais partir d'ici, je vais même pas voir mon pays encore se relever après ce drame. C'est un drame. Mais bon, qu'est-ce que je fais? Je plie mes bagages, je pars. Non, j'appartiens à cette terre. J'ai un clan, j'appartiens à un clan, j'appartiens à une famille. J'aime mon pays, je vais rester. Puis on va essayer de se relever, même si mon chiffre d'affaires, même si mon entreprise, peut-être que je vais mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année, peut-être pas. Mais tout dépend de mon choix. Moi, je choisis de croire en moi, je choisis de croire en Dieu, je choisis de croire en mon peuple, et puis de continuer. C'est mon choix. Voilà. Ta marque, Independent GL 2.0, c'est une marque féministe? Je sais pas si je peux appeler ça féministe, parce que j'aime pas trop le mot féministe. Independent GL 2.0 veut dire femme indépendante 2.0, mais c'est pas une marque pour dire que nous, les femmes, on peut y arriver toutes seules. Au contraire, c'est une marque qui met en avant la solidarité entre l'homme et la femme, le vivre ensemble. Et que la femme, elle a des rêves,
Et le plus grand soutien que la femme elle a, c'est son homme. C'est l'homme avec qui elle partage sa vie, avec qui elle parle le soir. Independent Girl 2.0, c'est la prise de conscience d'une femme qu'elle a d'elle-même, de sa valeur, avant de vouloir aller chercher la valeur avec un homme ou quelqu'un d'autre, qu'elle prenne conscience de qui elle est, que c'est une reine, que c'est une femme qui chute 7 fois, qui se relève 8 fois, la couronne elle bouge pas. C'est une femme qui s'entoure bien, mais avec son homme. Parce que je dis souvent mais, quand j'interviens dans les tribus ou dans les classes ou dans des conférences, que je dis souvent aux hommes, ah mais ne sous-estimez pas votre parole, ne sous-estimez pas vos encouragements, parce que quand ça sort de quelqu'un qu'on aime, ça nous donne une puissance fois 1000. Et ça, c'est très connu. Donner de l'amour à une femme, elle vous le rendra fois 1000. Donner une maison à une femme, elle vous rendra un foyer. Et ainsi de suite. Et c'est ça, Independent Girl 2.0, c'est d'encourager. C'est une marque qui encourage, une marque qui donne la force, mais aussi une marque qui réveille en fait la conscience des jeunes femmes pour dire que non, vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Je ne peux pas le faire toute seule. Je peux le faire avec toi. Donc voilà. Si le système français il s'est pas suffisamment mis à jour, est-ce que le système coutumier, lui, s'est suffisamment mis à jour? Non. Clairement non. Parce que justement, on vient de parler de ma marque, et la charte kanak, à aucun moment on parle de la femme dedans. Peut-être qu'ils l'ont oublié, je ne sais pas. Mais je pense que dans notre culture et dans notre coutume, la coutume kanak et la culture kanak est très pudique. Elle est très, très, très pudique. La femme, elle a pas la parole. Et moi, je suis OK avec ça. Elle n'a pas la parole pendant les coutumes ou quoi que ce soit. Mais quand l'homme arrive à la case, dans la maison, c'est la femme qui va parler, qui va encourager son mari qui est coutumier, qui a un rôle important à la tribu, dans son district, dans son île, dans le lieu qui lui a été donné par les grands. Et je pense qu'il faut il faut faire une mise à jour justement avec des jeunes femmes kanak et aussi les aînés, mais aussi les plus jeunes. Parce que les enfants, ils ont des idées de ouf. Encore une fois, je suis dans l'éducation. Et demander à un enfant ses idées pour justement la culture ou la coutume, et à travers son regard, à travers ses mots, ben ça va. Je pense que ça fait avancer. Et quand vous mettez 3 générations qui échangent sur un sujet, par exemple la coutume kanak, mais ça, je pense que ça peut changer des choses, vraiment. Et autant le système français que la coutume doivent être remis à jour avec des personnes qui ont la vision. Une vision d'un peuple où on est ensemble. Mais ça respecte toujours, on va dire, le mode patriarcal, mais sans pour autant, voilà. Moi, je veux pas jouer le chef de famille. Non, je suis une femme. J'aime mon énergie féminine. J'aime prendre soin de moi. Je veux que mon homme, voilà. Mais le respect, c'est dans les deux sens. L'amour, c'est aussi ça. Je ne vais pas faire le bonhomme alors que, vas-y, moi, je suis une femme, je suis belle. Je suis là pour assurer l'éducation à la maison, les enfants. Je suis là pour que mon homme me regarde et puis m'encourage. Et je suis là pour l'encourager aussi. Quand il y aura des coutumes, c'est lui qui va parler. J'en serai fière. Non, on est là-bas derrière la cuisine et tout, mais le respect, il est là, c'est dans les deux sens, on se préserve. C'est une culture, c'est une coutume qui est pudique. Donc voilà. En tout cas, c'est ma pensée. Ouais. Tu as partagé beaucoup de choses sur les réseaux depuis le début de tout ça. Tu as partagé au moins 2 textes que j'avais envie de te lire. Tu en as partagé un premier, peut-être que tu arriveras à me dire qui c'est qui l'a écrit. Je t'en lis quelques extraits. Oui. Ça crie Kanaki partout sur Nouméa, vous pensez être en train de faire avancer le pays vers l'indépendance et le nom au dégel.
alors vous êtes juste en train de décrédibiliser la lutte et approfondir le stéréotype sur nous, la jeunesse de Kanaki. Arrêtez de crier nique la France, abat Macron et tout ça là. C'est la France qui va réparer les dégâts, c'est la France qui va nourrir vos familles. Ne pensez pas que je suis loyaliste, je suis kanak et indépendantiste, mais je ne suis pas avec vous dans ce que vous appelez votre lutte. Après, tu en as partagé un autre. Oui. Je vais d'abord rebondir sur cela. Vas-y. Celui-là, j'avais vu sur Facebook et je trouvais que c'était poignant et réaliste dans le sens où moi, je suis de cette génération-là qui lutte autrement. Comme Jean-Marie Tjibaou l'a dit, on a fait le pari de l'intelligence. La lutte, c'est dans les stylos, on va dire ça. La lutte, c'est dans les stylos. On aurait pu rester au mot d'ordre qui a été donné, c'est-à-dire juste faire des barrages, pas tout cramer, et dire qu'on n'est pas d'accord avec le texte du corps, le dégel du corps électoral. Donc c'est un texte que une femme indépendantiste a mis sur Facebook. Et il y a eu beaucoup de commentaires, hein. Il y a eu beaucoup de commentaires haineux, il y a eu beaucoup de gens que... Mais moi, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Et puis déjà, quand on prend la parole, on sait déjà qu'on ne fera pas l'unanimité. Et c'est un texte que, oui, j'ai osé partager sur mes réseaux, parce que je sais que je suis une personne influente et que j'assume entièrement. Parce que je suis pas d'accord avec ce genre de lutte-là, mais je comprends. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que je ne peux pas te comprendre. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que je ne t'aime pas. Au contraire, je partage mon avis, tu partageras ton avis, et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Moi, mon avis à moi, c'est que la lutte, on aurait pu la faire autrement. Le vote, les stylos, les diplômes, changer le système éducatif qui n'est absolument pas adapté à la jeunesse, qui aurait pu éviter tout ça. Ils valent quoi les référendums? Tu parles de vote. Le vote, le troisième référendum, il vaut rien, pour moi. Pour moi. On en a discuté, moi je viens d'Ouvéa. C'est très bien ce qui s'est passé là-bas à Iaï. Et le troisième référendum, personnellement, même si légalement, noir sur blanc, sur papier, c'est passé, pour moi il ne vaut rien. Je vais te dire pourquoi. Le matin où il fallait voter, nous on était à table, avec mes parents, puis mes sœurs. L'année du Covid, c'est les vieux océaniens et mélanésiens qui ont ramassé. Oui, le plus. Le plus. Mon père, il a perdu ses cousins germains puis ses cousines germaines. Il a perdu des frères et sœurs avec qui il a grandi à la tribu. Et nous, chez les Kanaks, il y a tout un processus à respecter concernant le deuil coutumier. Il y a un deuil, il y a les tontons qu'il faut. Et on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Je suis d'accord sur le fait que ce sont les indépendantistes qui ont avancé la date du référendum du troisième. Mais qui avait prévu qu'il y aurait eu une pandémie mondiale? Qui aurait pu... Moi, je suis d'accord dans le sens où il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est pour ça qu'il avait fait, qu'il avait avancé. Non, moi j'ai joué le jeu. Je me suis dit, ok, ils avancent, ils prennent un risque, il n'y a pas de souci. On fait le boulot, nous, la jeunesse. Les réseaux, la com, le marketing, tout ce qu'on veut. Mais là, quand la pandémie est arrivée, nous, on était à table. Moi et mes sœurs, on est activistes. On est toutes profs. Mes parents sont enseignants. Dans notre famille, la plupart sont enseignants. On a demandé à papa, papa, c'est comment? Démarre voter. Je dis, mais bon, vous allez voter, mais on n'a même pas encore retiré les tchitchars, puis les baillis. Tu crois que moi, je pense à ça? Il n'y avait même pas d'histoire politique à ce moment-là. Il n'y avait pas de ça. Et donc, moi, je me suis mise à la place de mon père. Je me suis dit, attends, mais moi, je grandis en ce moment avec mes cousins germains, avec mes cousines germaines. Dans 20 ans, dans 30 ans, je les perds et il y a encore une autre pandémie. Comment je vais faire? Il y aura un X référendum. Tu crois que moi, j'aurai la tête à me mobiliser pour ça? Non. On a tout un processus qui n'a pas été respecté. Donc, pour moi, il ne vaut rien. Pourtant, nous, on était chauds, hein, moi et mes sœurs. Toute la clique, on prenait nos caisses et bam, on allait voter. Le vieux, il a dit non. Ils n'ont pas respecté le deuil coutumier kanak. Pourquoi non, on va respecter la date du troisième référendum? Et ils ont joué sur le fait que ce sont les indépendantistes qui ont... Ok, mais où est passé l'humain dans tout ça?
Donc bien sûr, pour moi, le 3e référendum ne vaut absolument rien. Moi qui suis activiste, moi qui ai du poids sur les réseaux. Parce qu'à partir du moment où tu manques d'empathie, à partir du moment où tu manques d'être à la place de cette personne-là qui a vécu autrement, qui a des us et des coutumes autrement que toi, ne viens pas me parler de respect à ce moment-là. L'autre texte. L'autre texte, merci. Au départ, il y a, je sais pas, 2 semaines, je te dis, bon, on essaye de dépolariser un peu les esprits. En ce moment, c'est très polarisé quand même. Je veux dire, les amalgames, ils vont bon train, là. Oui. Il y en a plein qui se sont mis à voir la vie en noir et blanc. Oui. Genre nous deux. Non, Seb, nous, ça va. Ouais, ça va. On a peut-être failli se friter à un moment donné ou deux pendant le truc. On n'était pas vraiment d'accord sur tout. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Mais ça va, on se parle. Donc ouais, je te disais, à ce moment-là, j'essaie de faire des appels à la paix, des gens pour dire « Oh, calmez-vous, là, ça va trop loin ». Et tu m'as répondu en m'envoyant un texte. Je te relire quelques extraits. Il est de qui, ce texte? Il vient d'un indépendantiste jeune. Ok. Et donc par rapport aux appels à la paix, ça commence comme ça. Les appels à la paix sont, dans le contexte actuel, une nécessité, mais de manière insidieuse, vicieuse et indécente. Ces appels surfent sur le sang de nos morts qui n'a pas encore séché. Aussi sincères soient ces appels à la paix, ils se font sans les conditions de son retour durable et sans les conditions de son épanouissement. Demander la paix sans reconnaître que la loi sur le dégel est injuste, bien que légale, c'est de l'hypocrisie. Demander la paix sans s'engager dans une lutte contre les discriminations et la misère sociale, c'est de l'hypocrisie. Demander la paix sans vouloir réformer le système scolaire, c'est de l'hypocrisie. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. Demander la paix en levant son verre sur les baies de Nouméa, c'est le summum de l'hypocrisie. Et surtout, tout cela, c'est révélateur des véritables raisons derrière les demandes de retour à la paix. Le maintien des privilèges, du confort, les baies. D'un système qui a failli à installer la paix, de la situation coloniale, d'une école et d'un système scolaire injuste. En clair, beaucoup demandent la paix sans changer les choses qui l'ont tué. Rien à ajouter. Hier, j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil par rapport au fait si je pouvais utiliser mes réseaux pour demander la paix. J'ai dit hors de question. Je suis consciente que la paix, elle est nécessaire. Mais tant que je vois encore des inégalités, comment demander la paix si là où ils n'ont pas fait la paix encore? Les politiques et tout. Mais je suis consciente que hier, il y a eu la marche pour la paix des Tours de Magenta. Je suis consciente que les mamans ont fait une marche pour la paix aussi. Mais c'est quand même un préalable à tout débriefing. Ok, il faudra un débriefing énorme sur ce qui s'est passé. Oui. Mais le préalable à ça, c'est quand même la paix. Oui, bien sûr. Bah, on appelle la paix parce qu'il y a eu une guerre. S'il n'y avait pas eu une guerre, on n'aurait pas appelé à la paix. C'est totalement logique. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour moi, oui, je suis d'accord. Demain, on va manifester, on va mettre le drapeau blanc, la paix et tout. Mais si c'est pour que rien ne change... Voilà, absolument. Okay. Et si c'est pour attiser encore la haine, moi, je suis désolée. Regarde, encore hier, on est parti manger avec mes petits cousins. Et ils ne voulaient pas aller manger dans les quartiers sud, à Lansvata ou en B, parce que ça leur procurait une haine de voir que là-bas, ils vivent comme si il ne s'est rien passé depuis un mois. Et tu veux avoir la paix comment? Si déjà dans le cœur, ça boue, c'est la guerre dans le cœur, dans le mental, c'est pas comme ça qu'il faut. Tu veux avoir la paix comment? Quand on parle de paix, c'est une paix psychologique et émotionnelle d'abord. Il faut être aligné, penser, dire, faire. Si toi, là-haut, là, ça ne va pas parce que tu vois... Mes petits cousins, ils n'ont même pas encore 18 ans. Et quand ils voient ça, et quand tu retournes là-bas, tendu, caméré, DSM, où tout est cramé, où là-bas, il n'y a même pas un seul bar, même pas un seul... Après, ils vont dire, ouais, mais c'est vous qui avez tout brûlé, c'est vous qui... Ouais. Voilà. Nous, on s'est préservé, nous, on n'a pas bougé, nous... Oui, on a vu. Voilà, tu vois. Là, tu attises encore. Tu attises quoi? Tu n'attises pas la paix, hein, tu attises la haine. Tu plantes pas des graines de paix et d'amour. Hein.
Et maintenant, comment on fait pour dépasser tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour changer de système? Qu'est-ce qui compte désormais? Faut aller voter? Complètement. En ce moment, je suis très active sur mes réseaux pour appeler la jeunesse à aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un taux d'abstention de 54% en 2022 lors des élections législatives pour élire les 2 députés. Même si les personnes vont dire « ouais, ça sert à rien de voter », mais ton vote compte. Un vote, une balle. Plat. Direct. Tu votes pas, ta balle, elle reste encore là dans le chargeur. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc lève-toi, va commencer à voter. Et il ne faut pas oublier que nos vieux se sont battus pour avoir le droit de vote. Après, je suis d'accord avec la phrase de Coluche. Hein. Si voter changerait réellement quelque chose, on nous l'interdirait. Oui, mais si on peut voter pour le moins con. Je suis désolée, pardon. Tu peux couper à ce moment-là, mais je pourrais voter pour... C'est un échec politique, ce qui s'est passé? Complètement. Ils ont tous échoué. Autant les indépendantistes que les loyalistes. Pardon, mais Non, pas pardon. Je trouve que c'est nous, la jeunesse, qui en pâtit. C'est tous les petits qui en pâtissent, là. Complètement. Alors que normalement, dans ce pays, c'est... Je sais pas, tu fais bien à ton petit frère, à ta petite sœur. L'humilité précède la gloire. L'orgueil mène à la chute. Et on a bien vu que c'était une guerre d'ego. Alors que dans le pays, c'est respect, humilité. T'es là, t'es censé élever tes petits frères et tes petites sœurs. T'es censé les encourager. T'es censé les amener à un autre niveau pour qu'ils soient plus hauts que toi plus tard. Tant au niveau professionnel qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau mental. Tout doit être... C'est eux l'avenir du pays. C'est la bande, là. Les 13-14, les 10-12, les 8-9 ans. Donc, je pense que si l'être humain n'avait pas d'ego, on serait tous là à vivre en peace and love, tu vois. Mais je pense que la politique est devenue une guerre d'ego. Et que les égos des 2 parties ont pris le dessus. Et que l'orgueil mène à la chute. Et la chute, on l'a bien vu, là. Donc maintenant, faut peut-être trouver quelqu'un qui a assez d'humilité pour tout reconnaître. Et puis reconstruire sur ça. En conclusion, quel message tu aimerais adresser à tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie? Il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. La plus grande des choses, c'est l'amour. Rester unis. L'amour, c'est une émotion. On parlait d'émotion tout à l'heure. L'amour, c'est l'émotion et est une sensation puissante. Par amour, on peut tout faire. Ou on peut tout détruire. Donc choisissez l'amour. Choisissez aussi de bénir au lieu de maudire. Faites un choix. Choisissez de réellement avoir confiance en vous et de croire en vous. Et de croire en ce pays, et de croire en nous aussi, la jeunesse. Si je devais adresser un mot à toute ma communauté, toute la jeunesse, tout le pays, ça serait de continuer de croire en nous-mêmes et de croire qu'on peut reconstruire. Et de ne pas lâcher. La persévérance, enfin, je dis des phrases bateau, mais c'est tellement vrai. La persévérance, c'est la clé de la réussite. La communication, c'est la clé de la réussite. C'est ça. Donc persévérons tous ensemble et puis on verra. Il n'y a que celui qui reste qui verra, franchement. Gardez espoir. Gardez espoir, exactement. Margie Adjoniop, merci. Merci à vous. Il faut garder espoir, disent les jeunes de Kanaki. Alors en France, nous avons la responsabilité de ne pas les décevoir et de leur permettre de vivre bientôt dans un pays indépendant où tout le monde se respecte. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Nous terminerons d'ailleurs par une chanson kanak. Et je remercie Frédéric qui assure la diffusion de nos émissions Civis Pacem. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Aujourd'hui, nous relevons le défi. Et nous levons ce drapeau. Le vert, symbole du Kanaki, vert du pays Kanaki. Le rouge, symbole de la lutte du peuple Kanaki, symbole de notre
Dieu Pelenkai et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanaki.